Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Canaan Club, un instant agréable chez vous avec nous. Chose promise, chose due. Nous vous avons promis lors de l'émission précédente que nous allons revenir parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui sont restées sans réponse et avec les mêmes invités, les mêmes amis du club, je voulais dire, nous allons revenir sur ces questions-là. Alors, sans plus tarder, nous vous donnons rendez-vous juste après ce jingle. En plus, à Canaan Fashion, vous pouvez vous abonner et profiter de tous les services durant tout le mois. Alors, chers téléspectateurs, vous avez réagi, nous avons lu vos messages sur notre page Facebook. Alors, cette question, votre question, sera justement posée au docteur Eben qui est encore avec nous ici. Nous profitons en tout cas de votre présence afin de répondre en tout cas de manière satisfaisante aux interrogations, aux questions de nos téléspectateurs. Docteur Eben, quelles sont alors les solutions envisageables pour les personnes qui ont déjà subi ces troubles musculo-squelettiques? Quelles sont les solutions pour? Bon, merci encore de m'inviter encore une nouvelle fois. C'est un plaisir. Hein, pour moi, c'est toujours un honneur d'être là, de partager un peu de savoir avec les téléspectateurs, de toucher les problèmes qui sont fréquents dans le monde du travail, notamment les troubles musculo-squelettiques, hein, qui est une épidémie mondiale. Voilà, donc les solutions qu'on peut envisager, moi je reviendrai un peu, quelles sont les solutions qu'on peut envisager de façon globale? Pourquoi seulement pour ceux qui sont déjà, qui présentent déjà ces troubles musculo-squelettiques? Il faut voir aussi ceux qui n'en ont pas encore ou qui n'ont pas encore des douleurs. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux aussi? Parce que les solutions sont à peu près les mêmes, à la différence que pour ceux qui sont déjà malades, qui présentent des troubles, ils doivent se faire traiter. Parce que c'est la douleur, ce sont des maladies. Ça veut dire qu'à côté, vous devez vous faire traiter, donc prendre un traitement médical. Mais revenons un peu sur tout ce qui est commun pour ceux qui ne présentent pas encore ces signes-là et ceux qui les présentent déjà. Premièrement, il faut aménager son travail. Comme on dit, il faut aménager son poste de travail. On a dit que les troubles musculo-squelettiques sont liés essentiellement aux mauvaises postures. Il y a aussi les équipements que nous avons. La table, on a le fauteuil. Mais à côté, on a aussi l'écran. On a le clavier, on a la souris, on a le téléphone sur notre bureau, on a le porte-documents pour ceux qui en ont, on a l'éclairage qu'il y a tout autour, on a les fenêtres qui sont à côté de l'écran. On a la climatisation aussi. On a la clim aussi. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a la chaleur. Donc vous voyez tout ça là, quand on dit que l'une des solutions c'est créer un environnement de travail donc on peut dire sain, créer un environnement de travail qui remplisse les bonnes conditions, qui feront un environnement de travail qui permettra aux travailleurs de travailler dans les bonnes conditions. Ça permet aussi de prévenir ces troubles. Dans quel sens? On a dit que on commence d'abord par l'écran. On a dit que quand on a un écran qui est soit trop haut situé ou trop bas situé, ça peut causer des douleurs au niveau du cou. Donc pour ça, quand on fait l'aménagement de l'écran, on essaye de le placer à peu près, comme on dit, entre 70 et 80 cm de notre corps. Le geste le plus simple, c'est essayer de le toucher. Généralement, vos doigts doivent effleurer l'écran. Quand ça le touche trop, ça veut dire que c'est trop rapproché. Quand ça ne le touche pas, ça veut dire que c'est trop éloigné. Vous comprenez? Donc, vous avez l'écran qui est là, vous essayez. Dès que vous arrivez à toucher l'écran du bout de vos doigts, ça veut dire que c'est à bonne distance. Pour ceux qui sont mathématiciens, ils peuvent prendre une règle et mettre 70 à 80 cm. Donc, la règle la plus simple. Après, pour la hauteur, votre écran doit être au même niveau que vos yeux. Yes. Donc, vous essayez de voir le plan, le dessus de l'écran, ça doit être à la ligne. Donc, vous essayez de vous imaginer une ligne imaginaire qui part de vos yeux jusque là où s'arrête la tête de votre écran. Après, pour ceux qui portent des verres progressifs, comme ils ont des loupes un peu en bas, ça doit être un peu légèrement bas situé parce qu'eux, ils regardent généralement en bas.
Voilà, donc il y a ça aussi, ces astuces. Ceux qui travaillent avec des ordinateurs portables, ils doivent le surélever. Après, les pratiques où les gens mettaient les écrans sur les unités centrales, c'est à bannir en fait. Les écrans qu'on utilise actuellement, vous pouvez les régler à la hauteur, ça se règle maintenant. Donc vous avez ça c'est rien que en ce qui concerne l'écran. Vous avez le clavier. Le clavier, faut pas le mettre juste à côté de l'écran. Il y a des gens parfois quand ils utilisent des documents, ils mettent les documents entre le clavier et l'écran. Les documents, on les met juste après le clavier. Le clavier, vous devez respecter une distance d'à peu près 10 cm avec le rebord de la table pour tout simplement poser les poignées. Ça ne doit pas être bord, ni trop loin. Et la souris doit toujours être à côté du clavier et sur le même plan. Vous avez les tables où vous avez la souris en bas ou le clavier en haut, ça c'est à bannir. Soit la souris et le clavier c'est au même plan, mais jamais la souris en haut, le clavier en bas, ou vice versa. Donc toujours proche, pourrez-vous éviter de faire ces mouvements d'aller le chercher. Et le téléphone doit être du côté de votre main dominante. Donc si vous êtes droitier, vous mettez votre téléphone à droite, toujours à portée de main. Il ne faut pas aller le chercher. Déjà quand vous faites ça pour aller le chercher, vous créez comme des mouvements, vous faites des mouvements forcés. Ça aussi, ça peut induire. Donc ça doit être à portée de main, vous voulez téléphoner, vous le prenez. Et quand vous avez une saisie à faire et que le téléphone sonne, vous activez l'option main libre pour vous éviter d'accrocher votre téléphone entre l'épaule et le cou. Parce que ça aussi, c'est pas bien. Après, on vient à la chaise. La chaise doit être ergonomique. Quand on dit un fauteuil ergonomique, ça veut dire que c'est un fauteuil qu'on peut régler en hauteur. On peut régler les accoudoirs, ça doit les avoir. Et ces accoudoirs-là doivent se régler en hauteur également. Et les accoudoirs, on les ramène toujours au même niveau que le dessus de la table pour former cet angle de 90 degrés. Quand c'est trop bas, vraiment dominer. Voilà, vous devez, ça doit être un prolongement. Donc vous posez comme ça complètement. Ah d'accord. Parce que les accoudoirs, vous les ramenez à ce niveau, vous posez et vous tapez. Faut pas que ça soit comme ça. Vous ramenez ça au même niveau que la table. Vous devez, quand vous vous asseyez, vous achetez, faut choisir des fauteuils qui embrasse un peu la courbure naturelle que nous avons au niveau du dos. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, en fonction de votre taille, vous aurez aussi des sièges ou des fauteuils où vous avez la possibilité de régler la hauteur. Parce que quelqu'un qui a 1,60 m et quelqu'un qui a 2 m, vous n'allez pas vous asseoir de la même façon sur un fauteuil. Voilà pourquoi les fauteuils ergonomiques nous donnent cette option-là de régler. Quand c'est des chaises que nous avons telles que ce que nous avons ici, ça ne s'adapte pas. Parce que ce soit quelqu'un de petite taille ou quelqu'un de grande taille, ça ne marchera pas. Parce qu'on n'est pas constitutionnellement, on n'est pas fait de la même façon, de façon anatomique. Ça, c'est pour les outils. Après, il y a l'environnement. Il y a la clim. Vous travaillez dans un environnement où vous n'avez pas la bonne température. Si vous vous rappelez bien, lors de la première partie de cette émission, on vous a dit que le stress, c'était un facteur favorisant des troubles musculo-squelettiques. Bon, vous travaillez là où il fait chaud, là où il y a du bruit. Donc, ça va vous mettre dans un stress. Et quand on est stressé, on a les muscles qui sont tendus, contractés. Ça aussi, ça exagère. Donc, il faut vous détendre. Donc, vous devez avoir une bonne climatisation, un bon éclairage. Parce que quand l'éclairage environnement n'est pas bon aussi, vous êtes parfois obligé de vous rapprocher de l'écran pour bien voir. Ou parfois de vous éloigner parce qu'il y a trop de lumière aussi. Surtout quand les fenêtres ne sont pas bien disposées, vous avez le reflet. Parfois vous éloignez pour éviter un peu cet éblouissement-là. Donc il y a tous ces aménagements qu'on fait au niveau de son poste. Ça aussi, ça concourt déjà à prévenir ou à diminuer. Que ce soit pour quelqu'un qui présente déjà les signes et quelqu'un qui n'en présente pas. D'un autre côté, il y a les pauses qui doivent être actives. Il ne faut pas oublier, quand on prend des pauses, on ne reste pas sur son poste de travail. Moi, je connais une entreprise de la place qui a créé en quelque sorte un système de pause obligatoire. C'est-à-dire quand vous travaillez au bout de 45 minutes, 1 heure, l'ordinateur s'éteint automatiquement. Super.
Donc, les pauses doivent être actives. Donc, quand on prend une pause, on ne reste pas sur place. C'est le moment de se lever, d'aller discuter avec les collègues. C'est ça ce qu'on appelle la pause active, ou de faire des petites marches. Et pour un volume de travail, par exemple, je prends un exemple, d'1 heure, vous devez, par exemple, prévoir une petite pause de 5 minutes. Donc, vous avez travaillé, vous savez que vous avez travaillé 1 heure, vous vous levez pendant 5 minutes. Vous regardez de loin, parce que ça aide aussi à ne pas trop fatiguer les yeux. Hein. Voilà pourquoi il est toujours important de disposer son écran perpendiculairement à des fenêtres qui vous permettent de regarder de loin. Parce que quand vous regardez de loin, vous reposez vos yeux. La belle vue. Voilà. Ne vous mettez pas derrière la fenêtre parce que bon, faut que ça soit à côté. Vous avez l'écran ici, vous avez la fenêtre de l'autre côté, vous vous reposez. Et à côté des pauses, comme on a dit que la pause doit être active, pour quelqu'un qui utilise une bonne posture, vous pouvez prendre votre pause par exemple au bout de 2 heures. Mais quand la posture n'est pas bonne, c'est après toutes les heures, il faut essayer de se reposer. Et à côté des pauses, ou pendant que vous êtes en pause, profitez de faire des étirements. Des étirements qui peuvent durer 10 à 40 secondes. Vous faites 2 ou 3 mouvements. Donc, en fonction de l'endroit où vous avez des douleurs, vous les étirez comme avant, comme ce que nous faisons avant de faire, par exemple, une activité sportive. Donc là, c'est ce qu'on fait dans les 2 groupes, pour ceux qui présentent les signes et pour ceux qui n'en présentent pas. Par contre, pour celui qui est déjà malade, donc qui présente déjà des troubles musculo-squelettiques, il fait d'abord tout ce qu'on a dit maintenant, et il doit se faire soigner. Est-ce qu'il y a des traitements? Il y a des traitements, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend du stade. Des comprimés si c'est encore au début, une rééducation. on peut aller même jusqu'à un traitement chirurgical, madame. On peut vous faire opérer à cause des troubles musculo-squelettiques. Je vous ai parlé comme on dit, du syndrome du canal carpien. Généralement, vous avez le nerf qui est coincé. Oui, oui. Pour le décoincer, on est obligé de vous faire une chirurgie. Donc, on vous emmène au bloc, on ouvre et on décoince le nerf. Donc, vous pensez, à cause d'une mauvaise posture que vous allez adopter, vous pouvez arriver jusqu'à une intervention chirurgicale, parfois même jusqu'à un handicap, et parfois même jusqu'à un licenciement. Vous voyez, une mauvaise position qui peut vous conduire jusqu'à... Parce que... Alors qu'on s'est donné pour bien faire son travail. Parfois, vous avez votre employeur, voilà, qui vous met toutes les conditions pour que vous adoptez les bonnes postures. Donc, pour un simple travail sur écran, on peut arriver jusqu'à un handicap, surtout quand c'est le syndrome du canal carpien. Moi j'ai vraiment des difficultés avec mes travailleurs parce que je leur dis tous les jours, levez-vous du bureau, ne se lève pas. À la pause, ils éteignent les lumières et ils travaillent dans le crochet, mais à la pause, allez chez vous. Prenez des pauses. Mais ils sont difficiles. Comment on fait avec ce genre de personnel là, monsieur Paul Rick, ils aiment le travail, peut-être. Mais la ils aiment le travail, si bien que c'est justement le fléau qu'on voit. Parce qu'après, ma question c'est quoi? Est-ce qu'après, quand ils sont malades, pour un travailleur, un employeur qui insiste, qui met les précautions, quand ils sont malades, est-ce que après c'est l'employeur qui va prendre la charge parce que l'employeur a fait de la prévention, mais les travailleurs eux-mêmes résistent? Quand ils sont malades, qu'est-ce qui va se passer légalement? On accusera encore l'employeur. Là, c'est un peu comportemental. Monsieur le juriste, dites-nous. Certains, en tout cas, certains employeurs sensibilisent leurs employés dans ce sens. D'autres ne le font pas. Ce qui est vrai, c'est que l'employeur est garant du bien-être de son employé. Ça, c'est indéniable. À ce moment-là, ça dépend de la sensibilisation. Je pense que dans la première partie de la mission, on a dit que la sensibilisation doit être quotidienne. Ça veut dire que il appartient à l'employeur de sensibiliser quotidiennement l'employé. Lorsqu'on en vient aux maladies professionnelles, bon, on va dire que légalement la maladie professionnelle est instituée par le Code de sécurité sociale dans la catégorie des risques professionnels de manière générale, prévue par les articles 59 et suivants du Code de sécurité sociale. Alors, ce qu'on dit, c'est que l'article 59 commence par définir, non, et pas la maladie professionnelle, mais l'accident de travail. On dit que l'accident de travail est un accident qui, quelle que soit la cause, est occasionné, disons, survient par le fait ou à l'occasion du travail, de manière générale. Un peu plus bas, on nous dit que la maladie professionnelle suit les mêmes conditions que l'accident de travail. Alors, par définition, on va dire que la maladie de travail est une maladie survenue à l'occasion ou par le fait du travail, de manière générale. Alors, sous réserve, il appartient à l'employeur, comme je l'ai dit tantôt, de sensibiliser en fait. Dans la première
ainsi que la deuxième partie de cette émission, le docteur Ebatetou a étalé un certain nombre de règles à suivre concernant les mauvaises postures. Et revenons à la sensibilisation qui doit être effectuée par l'employeur. Alors je pense que si cette sensibilisation... Lorsque l'employeur fait sa part, met tous les éléments, prend de l'argent et investit parce qu'il est conscient de cette réalité et que l'employé ne respecte pas parce qu'il se dit « moi c'est mon style de vie, je fais ce que je veux ». En cas de maladie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut décider que l'employé supporte sa propre maladie? Exactement. Il a décidé lui-même. Moi, je me demande... S'il est établi que l'employeur a sensibilisé quotidiennement, à ce moment-là, il relève de la faute du salarié. Monsieur le docteur Eben venait de parler du licenciement. À ce moment, on va parler de licenciement. Par contre, si l'employeur n'a pas sensibilisé l'employé, et il arrive que par le fait de ses mauvaises postures, une maladie professionnelle est causée, là, il en va de la responsabilité de l'employeur. Mais est-ce que cette différence, lorsque ça émane forcément de la négligence d'un employé qui n'a pas su respecter les consignes données par l'employeur, est-ce qu'il y a des textes qui prévoient ces mesures comme quoi, à ce moment-là, l'employeur se dédouane de toute forme de responsabilité? Est-ce qu'il y a des textes pour ça? Permettez-moi d'intervenir un peu sur ce sujet-là. Déjà, d'emblée, il faut reconnaître que en matière d'accident de travail et de maladies professionnelles, le salarié jouit de ce qu'on appelle la présomption d'imputabilité. C'est ça. C'est-à-dire que le salarié est considéré comme un petit bébé. Voilà, il est comme un enfant qui est inconscient. Voilà pourquoi les salariés, on incombe donc cette responsabilité-là aux salariés de veiller à ce que son travailleur ne tombe pas malade par le fait de travail, et il doit aussi lui garantir de travailler dans les bonnes conditions. Donc, les TMS qui nous regroupent aujourd'hui, malheureusement, quand on prend la définition légale de la maladie professionnelle, parce qu'il y a dans le code de sécurité sociale, on n'avait pas forcément implicitement défini la maladie professionnelle, mais je pense qu'il y a une loi de 2012 sur les risques professionnels où on définissait la maladie professionnelle comme ce que vous avez dit tout à l'heure, une maladie occasionnée par le fait ou à l'occasion du travail. Donc une maladie professionnelle est une maladie qui est liée donc survenant à un travailleur par le fait ou à l'occasion du travail. Donc les TMS, et cette définition-là, elle est légale. Et on a aussi un décret des années 87 qui mettait donc en place la liste des maladies professionnelles indemnisables dans notre pays. Donc, ça, c'est le mauvais côté, donc, ou les insuffisances de la loi pour qu'une maladie, même si scientifiquement, nous savons que les troubles musculo-squelettiques ont indéniablement un lien avec le travail, mais si une maladie que nous pensons, médecins ou juristes, que cette maladie-là a un lien avec le travail, ne figure pas dans la liste de ces tableaux-là au Congo, où la CNCS, qui est l'organisme répartiteur des maladies professionnelles, ne va pas la considérer comme étant une maladie professionnelle. C'est un peu ce que nous subissons avec les troubles musculo-squelettiques. Donc, comme les troubles musculo-squelettiques ne sont pas reconnus à l'heure actuelle dans notre pays comme étant des maladies professionnelles, donc là, pour moi, ça c'est un avis personnel, je pense que la prise en charge va incomber à 100% à son employeur, puisque c'est à lui que revient la responsabilité de prendre en charge la santé de ses salariés. Donc là, on verra pas est-ce que le salarié n'a pas respecté les mesures. Voilà. Parce le salarié, oui, mais... Ils doivent obéir et respecter les règles, parce qu'après, ils sont sous la responsabilité. Ils sont sous la responsabilité. Donc, ils doivent respecter les règles. On sait que c'est la responsabilité du travailleur de respecter les prescriptions en matière de santé, de sécurité. C'est un autre sujet. Voilà. Mais le salarié peut ou ne pas faire. Parfois, il peut respecter aujourd'hui tout ce que vous mettez comme prescription pour éviter ces troubles-là, mais ça arrivera quand même, parce qu'on n'est pas tous constitués de la même façon. Pas forcément. Chacun de nous a une susceptibilité un peu individuelle. Aujourd'hui, on est tous là à la plage, on respire de l'air marin, il y a ceux qui toussent, il y a ceux qui toussent pas. Donc ça veut dire qu'on n'est pas considéré de la même façon, vous comprenez? Donc pareil aussi pour les troubles musculo-squelettiques. Donc vous pouvez être tous exposés au même risque, qu'on sait qu'il y a le travail sur écran, vous pouvez tous adopter les bonnes postures ou comme tous faire des mauvaises postures, il y a ceux qui auront des douleurs, il y a ceux qui ne les auront pas. Donc c'est ça. Voilà. Donc là, ça nous ramène à une question que
vous avez posée parce que je vous ai dit que cette émission est la vôtre, c'est vous qui faites l'émission. Alors, il y a une question qui a été posée de savoir si les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, est-ce une maladie professionnelle? Cette question a été répondue en partie, mais je m'intéresse à vous, monsieur le juriste, Paul-Rick Mboko. Les TMS, pour moi, dans le principe. En tout cas, maladie professionnelle, oui ou non? Oui ou non? Déjà, les TMS, je ne suis pas médecin, mais je vais pas les considérer comme une maladie en tant que telle. Je ne sais pas si le docteur est d'accord avec moi. Mais je vous arrête un peu. J'arrête un peu. Parce qu'on a dit les troubles musculo-squelettiques, c'est un gros terme générique. Ça regroupe un ensemble de maladies qui affectent les tissus qui entourent les articulations. Là-dedans, il y a plusieurs maladies. Quand on prend trouble musculo-squelettique, c'est un vocable, c'est générique. Là-dedans, après, on va rentrer. On a pris l'exemple, par exemple, du poignet, où on a le syndrome du canal carpien. Le syndrome du canal carpien, c'est une maladie professionnelle. Pas dans notre pays. Parce qu'il faut nuancer. Il faut nuancer. Parce que chez nous, le système de reconnaissance des maladies professionnelles, c'est dicté par la présence ou non de la maladie dans la liste des tableaux que la loi édicte. Vous voyez, c'est ça toute la difficulté. Mais universellement, les troubles musculo-squelettiques, donc les différentes maladies qui sont des troubles musculo-squelettiques, ce sont des maladies professionnelles, puisque le lien de cause à effet est connu scientifiquement. C'est indéniable. On sait que le fait de ne pas adopter telle ou telle bonne posture, on peut avoir un syndrome du canal carpien. Je prends les tennisman qui jouent tout le temps, qui frappent à la raquette, ils auront des douleurs au niveau de l'épaule. Ça aussi, c'est un trouble musculo-squelettique, mais ça aura un nom. Par exemple, ici, c'est le syndrome le syndrome du canal carpien. Il y a, pour les tennisman, par exemple, on appelle ça le tennis elbow. Voilà, c'est une scapulalgie en termes médicaux. Mais c'est aussi un trouble musculo-squelettique. Je prends quelqu'un qui fait de la manutention, qui soulève brutalement, par exemple, une charge très lourde, il a une douleur au bas du dos. Ça aussi, c'est un trouble musculo-squelettique. Un conducteur de grue, avec toutes les vibrations qu'il reçoit, ou un chauffeur, il peut avoir une hernie discale au niveau du dos. Ça aussi. Donc, il y en a, on peut les citer. La source, en fait, voilà. de la maladie avant de la... Le trouble musculo-squelettique, c'est un terme générique. Il y en a partout. Les caroleurs qui travaillent les genoux appuyés sur le sol. Moi, je pense que si l'État, peut-être congolais, n'a pas inscrit ça dans la liste, c'est parce que peut-être d'autres pratiquent les mêmes gestes, ils ne sont pas malades. Par exemple, il y a des postures de gens qui ont fait 10 ans, qui font la même chose, mais qui n'ont pas mal aux yeux. Donc, finalement, je me dis, imputer ça à la CNCS. Peut-être, ça dépend de la morphologie. On ne peut pas imputer ça à la CNCS. Vous savez que, madame, la science évolue. Quand notre liste de maladies professionnelles a été publiée dans les années 87, c'était avec ce niveau de connaissance-là à cette époque. Nous sommes actuellement en 2020. Donc, ça fait peut-être 33 ans déjà qu'on a eu une première. Et dans le décret qui créait donc cette liste des maladies, il était prévu que cette liste-là devait être révisée tous les 5 ans. Ça veut dire qu'on a manqué pas mal, peut-être 6 révisions déjà. Ça veut dire que chaque année, on devait, tous les 5 ans, on devait mettre à jour, compléter des maladies. Compléter des maladies, mettre à jour. Parce que, justement, comme on dit, le temps, malheureusement, ne nous appartient pas. Nous sommes à la télévision. Voilà, donc, on arrive malheureusement à la fin de l'émission. Mais des petits messages rapidement, des petits conseils, docteur, pour quelques pratiques à faire pour éviter ces troubles très rapidement. Comme ça, on va clôturer en beauté cette émission. Bon, je ne sais pas s'il faut conclure. Il y a tellement de choses à dire. On va revenir. Mais bon, on reviendra sûrement. Donc, tout simplement pour dire que les troubles musculo-squelettiques ou toutes les maladies qui sont dedans là, donc dans ce terme-là, c'est une réalité. On ne joue pas. Et que chacun de nous a une part de responsabilité, que ce soit l'employeur, le salarié lui-même qui peut être victime de ça, nous avons tous une part de responsabilité. Malheureusement, dans notre pays, c'est quelque chose qui n'est pas encore reconnu comme étant une maladie professionnelle, mais je pense que ça évoluera, parce que dans le monde entier, les troubles musculo-squelettiques sont une épidémie. Que ce soit en France, en Argentine, partout, c'est la première maladie professionnelle. Donc je termine par là pour dire que prenons conscience que c'est une maladie qui existe réellement. Et moi je suis témoin, elle existe cette maladie. En tout cas, prenons conscience parce que cette maladie existe bel et bien
Et les effets sont là puisqu'il y a des professionnels qui reçoivent des patients qui viennent accuser des troubles musculo-squelettiques. Alors, j'espère pour vous, chers téléspectateurs, que vous avez trouvé des réponses satisfaisantes à vos interrogations, à vos questions. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Et au passage, nous remercions nos partenaires, le salon de thé et spa, il était une fois. Nous remercions également notre partenaire, le salon de thé, de beauté, pardon, je voulais dire de beauté et de mode, Canaan Fashion. Et nous remercions également cet espace qui nous accueille ici. Nous sommes à la Voile Blanche, au bord de mer. C'était un plaisir. Nous vous remercions, chers amis du club. Merci. Et nous vous donnons rendez-vous pour très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.